parfois, il y a des frigos où vous laissez un locataire et en 3 ans, le truc il est fissuré. Et vous dites même, mais comment il a fait pour fissurer le frigo, quoi? Des fois, bon, on se dit, non mais, ils ont fait un combat de MMA dans l'appartement, c'est pas possible, quoi. Je pense que on aurait pu aller chez le locataire et lui fracasser la gueule en deux, tellement qu'il y en a qui nous rendent fous. Il s'agit d'un couple d'entrepreneurs hors du commun. Je vous présente Marie, 27 ans, expert comptable, et Julien, 27 ans, banquier d'affaires. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. J'ai rencontré Julien quand on avait 21 ans. On s'entend bien, mais c'est surtout que quand on a commencé à avoir une relation sérieuse, on a vite partagé la vision de l'investissement et on a décidé du coup de s'associer pour acheter aujourd'hui 45 biens immobiliers. 45 lots à ce jour. Ouais. Nous allons donc parler d'immobilier avec Marie et Julien, et je vais donc entrer directement dans le vif du sujet. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'investissement immobilier ? C'est un bon ascenseur social, je trouve. Alors, c'est pas que les riches qui peuvent y avoir accès. Forcément, avec les erreurs du débutant de l'époque où au début c'est pas rentable, vous prenez vos tuiles, vous gagnez pas grand chose, voire vous perdez votre épargne. En cherchant pendant mes études un moyen de gagner de l'argent et je me suis un petit peu fait avoir par les vendeurs de rêves, un capital de 1000 euros et que vous allez devenir millionnaire en un an. Ça, bien évidemment, ça n'arrive pas. Ce qui va parfois être peut-être un peu plus difficile à financer, ça va être un peu tous les nouveaux métiers qu'on trouve dans les digital nomades, les coachs en ligne, le côté où on sera des investisseurs moins attrayants pour la banque. C'est que la courte durée, pour moi, c'est pas un mode d'investissement. Ça m'étonne pas que les boomers, justement, ça les étonne, quoi, finalement. Est-ce que vous pensez que l'immobilier, c'est fait pour tout le monde ? Salut à tous, c'est Max. On se retrouve pour un nouvel épisode de Pause Casque. Alors aujourd'hui, épisode assez spécial, car je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous présenter un invité, mais deux. Il s'agit d'un couple d'entrepreneurs hors du commun. Et sans plus attendre, je vous présente Marie, 27 ans, expert comptable, et Julien, 27 ans, banquier d'affaires. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Alors, tous deux ont plein de points en commun. Ils ont fait de longues études qualifiantes, se sont retrouvés dans des postes à haute responsabilité, ils ont même créé leur propre podcast, et surtout, ils sont tous les deux passionnés d'immobilier. Comment vous allez ? Très bien, et toi ? Écoute, super. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler d'immobilier avec Marie et Julien. Et je vais donc entrer directement dans le vif du sujet. Pour vous, qu'est-ce que c'est l'investissement immobilier ? Oula. Je te laisse répondre, vas-y. Au euro d'un. Je me prends en traître. Alors, qu'est-ce que c'est l'investissement immobilier ? C'est le fait d'acquérir des biens immobiliers, de les mettre en location et du coup de s'enrichir grâce à ça. Donc en fait, on crée des revenus passifs grâce à l'immobilier et voilà une définition un peu courte de l'immobilier. Je suis sûre que ça vous... Tu me temps de réfléchir un peu, mais en tout cas, l'investissement immobilier, c'est l'effet de levier. C'est d'abord finalement profiter de la banque et de la réalisation d'un prêt pour acquérir un actif qui va vous apporter un rendement, parce que finalement, si on parle uniquement de rendement pur, l'immobilier c'est pas forcément la classe d'actifs la plus rentable, la plus intéressante ou la moins chronophage, mais c'est quasiment la seule où on peut avoir la banque qui va vous prêter quasiment 100% du prix de votre acquisition et qui va là vous permettre de vous enrichir sur des leviers qui sont vraiment très importants. Très bien. Écoutez, je pense que vous avez bien introduit le thème. Est-ce que, du coup, par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que l'immobilier c'est réservé aux riches ? Alors aux riches, non. Je pense que tout le monde peut en faire. Après, il faut comprendre que c'est possible pour tout le monde. Tu vois, tout le monde n'a pas la capacité de se dire, en fait, je vais aller m'endetter pour un bien auquel je vais pas habiter et je vais le mettre en location. Et rien que comprendre le système de richesse et d'effet de levier, comme Julien l'a dit. Je pense que ça, par contre, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais pour moi, c'est pas une histoire de richesse ou de potentiel intellectuel, juste une histoire plutôt de curiosité, je dirais. On peut s'intéresser à ce genre de choses. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, surtout qu'en plus, c'est un peu la phrase, on a tendance à dire, l'immobilier c'est réservé aux riches parce que tante Michu qui connaît rien, qui a peur d'investir, en fait, elle va se dire non, mais bon, en fait, il faut déjà avoir du capital, ou fallait investir plus tôt, ou ci ou ça, pour se trouver des excuses. De justifier un manque de passage à l'action, alors que comme tu l'as dit, il y a des exemples de départ à zéro dans l'immobilier pour aller construire des fortunes qui sont vraiment énormes
Et quand je dis énorme, je parle de fortune bien plus importante que, on va dire, le petit bout de chemin que nous on a fait. Donc non, c'est pas quelque chose où il faut être riche pour faire de l'immobilier, mais c'est vrai qu'il y a cette petite croyance, enfin même grosse croyance limitante qui se balade dans la population et qui empêche de passer à l'action là-dessus. Ouais, surtout que enfin, c'est un bon ascenseur social, je trouve. Tu vois, au contraire, je dirais que, alors, c'est pas que les riches qui peuvent y avoir accès. Et en fait, pour ceux qui n'ont pas fait de grosses études, mais qui sont finançables, c'est un bon ascenseur social, je trouve. Ouais, je suis totalement d'accord. Parce que c'est vrai que c'est un domaine où finalement vous n'avez pas besoin de diplôme. Ça vous demande juste d'avoir des connaissances, d'avoir de l'envie, de l'énergie, de mettre en place un plan et d'appliquer étape par étape pour réaliser ces projets. Mais il n'y a pas besoin, comme par exemple, forcément pour être expert comptable, il n'y a pas besoin d'un diplôme particulier pour faire de l'immobilier. Très bien. Écoutez, justement, en parlant de parcours, est-ce que vous pouvez résumer le vôtre, sachant qu'il y a peut-être des gens dans la communauté qui vous connaissent pas encore? Ouais, allez, je commence. Du coup, je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, je viens de terminer mes études d'expertise comptable, donc je passe le diplôme là dans les 6 mois qui arrivent. Et de base, j'ai une famille de classe moyenne, je dirais classe moyenne haute avec les années. Mes parents sont militaires à la base, puis après ont été fonctionnaires et enfin c'est des salariés quoi. Ils ont jamais eu d'entreprise, etc. J'ai rencontré Julien quand on avait 21 ans et sur d'autres aspects de notre vie, on s'entend bien, mais c'est surtout que quand on a commencé à avoir une relation sérieuse, on a vite partagé la vision de l'investissement, du style de vie qu'on voudrait, etc. Et on a décidé du coup de s'associer pour acheter aujourd'hui 45 biens immobiliers. 45 lots à ce jour. Ouais. D'accord, 45. Ce qui est déjà très bien, 45, il faut le dire. Ouais, surtout pour votre âge. Ça commence à ça faire. commence à bien occuper le journée. Là, justement, ce matin, on y était, on a enchaîné 3 rendez-vous de suite, donc ouais, ça occupe bien la journée. Et donc, ça fait combien de temps que vous avez des projets en commun? Je dirais 5 ans. 5 ans, ouais. D'accord, 5 ans. Donc 45 lots en 5 ans. Ouais. C'est ça, en fin de compte. Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Moi, j'avais commencé un tout petit peu avant parce que moi, pour refaire le fil, moi, je commence à investir en 2017. D'abord en bourse, en crypto. Alors forcément, avec les erreurs du débutant de l'époque où au début c'est pas rentable, vous prenez votre tuile, vous gagnez pas grand chose, voire vous perdez votre épargne. Mais bon, ça fait, je pense, un passage un peu obligé pour acquérir en maturité parce qu'à l'époque, j'avais 19-20 ans. Et je fais mon premier investissement immobilier en 2018, juste avant qu'on se rencontre. Ouais. Juste avant. À l'époque, moi, je suis étudiant, j'ai pas de CDI, donc j'arrive avec un membre de ma famille à tomber d'accord pour qu'on crée une SCI à deux et que j'utilise ces revenus pour pouvoir faire le prêt auprès de la banque. Mais bon, honnêtement, c'est moi qui avais géré de quasiment A à Z de l'investissement. C'est une SCI d'ailleurs que j'ai toujours et qui fonctionne bien. Derrière, on a fait d'autres investissements, mais c'est vrai qu'après, on a terminé tous les deux nos études vers 2019-2020 à peu près. Vu qu'on était d'abord en alternance, donc ça permettait de mettre pas mal d'argent de côté, pas forcément d'emprunter parce que bon, toujours compliqué. Les alternances, on trouverait toujours un sur internet qui vous a dit qu'il a réussi à faire un prêt en tant qu'alternant, mais c'est quasi impossible. Ou alors des prêts étudiants, mais voilà. Bon, c'est pas la même montant, quoi. Exactement. Et finalement, dès que j'ai eu mon CDI, je pense que j'ai eu mon CDI en septembre et j'étais propriétaire de mon premier immeuble en nom propre au mois de janvier 2020. Non, pardon, j'avais mon CDI en fin 2020 et j'ai eu mon premier immeuble en nom propre début 2021. J'avais une question pour vous. Est-ce que du coup, tout à l'heure, tu parlais de SCI. Quelle est la part de SCI que vous détenez à deux et quelle est la part que vous avez en nom propre? Est-ce qu'il y a une proportion plus importante d'un côté ou de l'autre? On a tout quasiment en SCI à l'IS et Julien a en LMNP et il a un bien. Du coup. Ouais, j'ai un immeuble de trois studios en LMNP, donc j'ai en nom propre et après sinon on a notre résidence principale qu'on a en nom propre. On l'a en nom propre parce que si on veut bénéficier de l'exonération sur la plus-value, on peut pas passer à travers une SCI. Forcément, oui, bien sûr. Tout à l'heure, Julien, tu nous disais par exemple que tu avais commencé tout d'abord à faire de l'investissement plutôt en bourse ou en crypto. Pourquoi t'être relancé dans l'immobilier juste après? Pourquoi finalement l'immobilier est une classe d'actifs qui est plus intéressante que la bourse ou pas d'ailleurs? Quel est ton avis là-dessus? Pas sûr qu'elle soit plus intéressante. Ouais, je dirais que c'est différent. En fait, c'est surtout quand on part de quasiment zéro, parce que moi, j'ai démarqué un petit peu dans l'investissement en cherchant pendant mes études un moyen de gagner de l'argent et je me suis un petit peu fait avoir par les vendeurs de rêves qui vous promettent que vous allez devenir day trader avec un capital de 1 000 € et que vous allez devenir millionnaire en un an. Ça, bien évidemment, ça n'arrive pas.
Et on va dire que c'est un peu des fois grâce à Internet, l'algorithme YouTube, on commence à regarder des vidéos de bourse sur les cryptos, etc. Puis un jour, YouTube vous propose de voir une vidéo sur l'immobilier. Alors au début, moi j'avais pareil, j'avais toutes les croyances limitantes que l'immobilier c'était pas intéressant, qu'il fallait avoir investi dans les années 90 pour faire des plus-values, qu'il fallait acheter dans les grandes villes parce que il y avait que là où c'était intéressant et on trouvait des locataires. Enfin, j'avais vraiment toutes les croyances limitantes, tout simplement je connaissais pas et que je m'étais jamais dit que j'allais spécialement investir dans l'immobilier. Et finalement, en commençant à tomber sur des vidéos et en regardant des centaines de vidéos, je pense en quelques mois, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire et que une fois qu'on avait compris comment ça marchait, sauf que moi j'avais un peu l'avantage que comme j'étais en études de droit, il y a beaucoup de points qui me paraissent extrêmement simples, soit la fiscalité, un peu toutes les histoires d'urbanisme, droit de l'immobilier. Alors même si c'était pas spécialement ma spécialité, on va dire que je partais un petit peu avec une avance là-dessus. Même si, par exemple, en travaux, j'y connaissais rien du tout, alors que maintenant, forcément, on a un peu plus d'expérience. Mais voilà, je me suis dit qu'il y avait un truc à faire dans l'immobilier et j'ai tout de suite compris que dans l'immobilier, l'avantage, c'est qu'on pouvait quasiment emprunter à 100%, donc il n'y avait pas besoin d'un gros capital de départ pour démarrer. Et que, en fait, ce qu'on allait gagner, alors si par exemple, sur un bien immobilier, si vous faites 10%, forcément, peut-être qu'en crypto-monnaie, vous allez faire 20% si vous vous placez bien, etc. Sauf que sur l'immobilier, si vous avez fait un prêt auprès de la banque, au lieu de peut-être placer les 10 000 euros d'épargne que vous avez, vous allez en réalité placer les 100 000 euros que la banque vous a prêté, et en plus à un taux inférieur à celui que vous allez gagner. De manière schématique, même si aujourd'hui, par exemple, les taux ils sont à 3 ou à 4, si vous placez, si votre bien immobilier vous rapporte 10%, vous avez toujours 6 à 7% de rentabilité nette sur le bien qui va en plus augmenter dans le temps au fur et à mesure que vous allez rembourser le prêt. Donc c'est pour ça que l'immobilier reste extrêmement intéressant. Super. Est-ce que l'immobilier, c'est un investissement actif ou passif? Et quelle est la différence entre les deux? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ne savent pas forcément ce que c'est et nos auditeurs peut-être vont découvrir cette notion-là. Il y a le livre Père riche, Père pauvre qui parle pas mal de ça en vrai, qui explique bien la différence entre un actif et un passif. Un passif, c'est un bien qui vous coûte pas d'argent, qui vous en rapporte sans que vous ayez à travailler. Alors, ça reste à l'actif. Pardon, l'actif. C'est pas grave, vas-y. Ouais, c'est les vacances, je suis au bout. Et l'inverse, c'est celui qui vous coûte. Par exemple, une RP, elle vous coûte, elle vous rapporte pas d'argent, alors qu'un investissement locatif, ça vous ramène de l'argent. À part si on fait des allers-retours en RP finalement. C'est une stratégie comme une autre. Mais c'est vrai que c'est pas de l'immobilier locatif. On est d'accord. Voilà, c'est ça. Et assez d'accord avec toi. C'est puis surtout se méfier en fait de le passif. Finalement, il est souvent lié au plaisir. C'est-à-dire que ce qui vous fait plaisir à acheter, en réalité, c'est souvent des passifs. C'est très bien résumé, dit comme ça. Quand on pense aux maisons secondaires ou même aux voitures, c'est vrai que en fin de compte, ça résume bien exactement ce que tu dis. J'avais le débat avec un ami qui veut acheter, il va acheter sa voiture en leasing, et j'essayais de le convaincre que c'était pas une bonne idée de le faire, mais malheureusement, je pense qu'il va, il va écouter un peu, parce que je suis peut-être le seul dans son entourage à lui dire que c'est pas une bonne idée quand tout le monde lui dit que c'est ce qu'il doit faire. Donc, c'est ça, ouais, c'est parce que les gens, ils voient le bon côté, mais ils voient pas le downside derrière, quoi. Je pense qu'on a bien introduit un petit peu ce que c'était l'immobilier. Maintenant, pour quelqu'un qui n'y connaît rien, comment on se lance dans l'immobilier? Pour acheter de l'immobilier, il n'y a pas que 15 000 solutions. Soit on paye le bien cash, ce qui arrive en tout cas pour les gens qui commencent, c'est compliqué parce que soit t'as hérité, soit t'as énormément d'argent de côté, ce qui paraît quand même compliqué pour les plus jeunes. Soit du coup t'as recours au financement bancaire, et pour avoir recours au financement bancaire, il faut être finançable. Et peut-être que Julien peut nous expliquer du coup ce que c'est quelqu'un de finançable. Alors pour être finançable, c'est assez simple, c'est que pour la banque, en fait, vous arriviez à lui prouver que vous alliez avoir des revenus stables. C'est-à-dire que simplement, vous êtes salarié, donc vous avez un contrat à durée indéterminée et vous fournissez à la banque votre contrat de travail, votre dernier de paye. Ou alors, si par exemple vous êtes à votre compte, on va dire que ça fait au moins 2 ans, même parfois mieux 3 ans, que vous avez des revenus réguliers en tant qu'auto-entrepreneur ou à travers une société, etc. Et que vous pouvez justifier à la banque que, en fait, vous gagnez bien votre vie, que vous n'êtes pas quelqu'un de risqué pour qu'elle vous prête de l'argent pour faire votre financement. Donc ça, c'est considéré comme finançable et qui va vous permettre de lever de la dette pour acquérir un bien immobilier. Et justement, est-ce que c'est pas plus dur d'emprunter quand on est entrepreneur? Ça dépend. Honnêtement, il y a pas de règle là-dessus. En fait, quand on est entrepreneur, ça va prendre un peu plus de temps parce que c'est sûr que quand vous êtes en CDI, une fois que votre période d'essai est finie, le mois d'après, vous pouvez acheter un bien. Alors que quand vous êtes entrepreneur, va falloir attendre
1 an, 2 ans, 3 ans, que vous puissiez avoir des bilans à fournir à la banque et votre bilan, vous le clôturez au 31/12. Le comptable, il vous le donne vers le mois d'avril ou le mois de mai. Donc forcément, vous avez un certain décalage entre le moment où vous obtenez vos bilans et le moment où vous pouvez faire votre prêt immobilier. Donc ça, c'est vrai que on va dire que ça crée un petit décalage et un petit avantage aux salariés par rapport aux chefs d'entreprise. Mais après, la banque, elle voit pas d'un mauvais œil de prêter à des entrepreneurs, bien au contraire, surtout en fonction des secteurs d'activité. Par exemple, toutes les professions libérales, un peu notaire, comptable, médecin. Ça, la banque, elle adore. Ouais, c'est clairement, elle adore parce que c'est vite des gros revenus et bon, après tout dépend de la gestion financière des personnes, mais généralement, c'est assez sexy pour les banques d'avoir un médecin à financer, quoi. C'est ça. Ce qui va parfois être peut-être un peu plus difficile à financer, ça va être un peu tous les nouveaux métiers qu'on trouve dans les digital nomades, les coachs en ligne. Quand vous avez des business un peu compliqués à expliquer au banquier, parce qu'en fait, si le banquier comprend pas, il va s'imaginer que c'est risqué et forcément, vous passez un petit peu en dessous de la pile quand il est question de donner les autorisations les attestations de financement. Donc c'est sûr que quand vous avez comme ça un métier un peu atypique à votre compte, là c'est un peu plus compliqué. Mais bon, à partir du moment où vous tombez sur un banquier qui comprend ce que vous faites, là aussi l'humain compte énormément avec la banque. Trouver des bons banquiers, c'est le meilleur moyen d'avoir des financements et d'obtenir vos offres de prêt. Ouais, je dirais même que vraiment le truc le plus dur à avoir, mais une fois qu'on l'a et ça rend les choses plus faciles, c'est d'avoir un bon conseiller bancaire. Vraiment, dès qu'on a quelqu'un qui comprend le système de l'investissement, etc., ce qui est vraiment pas le cas de tous les banquiers, ça me sidère à chaque fois. Mais une fois qu'on a quelqu'un qui comprend, c'est quand même beaucoup plus simple et vraiment tout est faisable, je pense. Complètement. Et d'ailleurs, donc vous conseillez à nos auditeurs de ne pas le plus simple, en fait, c'est de faire en fonction de sa situation. Je sais pas, si tu te lances dans des études de kiné, un kiné, c'est rarement salarié. Donc le kiné, il va devoir attendre 3 ans pour pouvoir investir. Si par exemple, comme moi, le métier c'était comptable et du coup, j'avais pas le choix que de passer par le CDI, et faut partir en CDI. En fait, faut faire au plus simple et au plus au plus sexy pour les banques, tu vois. Après, voilà, si on a une idée de start-up, peut-être que l'investissement, c'est peut-être pas le bon moment d'investir quand on investit déjà dans une start-up, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut se faire ses plans, surtout sur de l'investissement immobilier. Faut s'y lancer le plus tôt, mais faut s'y lancer aussi quand la situation le permet. Je pense aussi, notamment, par exemple, quand on n'a pas du tout d'épargne de côté, c'est compliqué de se lancer dans l'immobilier parce que on est vite sur des sommes qui sont importantes. Il y a vite des petits pépins qui sont pas graves, mais qui, quand on a 10 000 euros de côté, on les voit pas passer. Quand on est dans le rouge tous les mois, ça peut vite aggraver notre situation. Donc, je pense que ça aussi, c'est important. C'est quand même d'avoir un minimum d'épargne de côté et d'avoir une situation financière qui est stable et saine. Et je pense que ça, c'est vraiment les prérequis obligatoires pour se lancer. Vous avez dit vraiment ce que je voulais entendre, en fait, finalement, sur tout ce qui est scoring bancaire, les revenus, faire attention à l'épargne qu'on a de côté, etc. C'est super. Donc maintenant, on a vu comment on finançait finalement un projet immobilier. Maintenant, il existe plusieurs stratégies. Il existe des stratégies de rendement et plutôt des stratégies de patrimoine. Quelle est la différence selon vous, ou en tout cas, comment vous pouvez définir cette différence, et quelle est la vôtre, en fait, en fin de compte? Alors, moi, j'ai toujours été assez critique de cette distinction entre l'immobilier de rendement et l'immobilier de patrimoine, parce que l'une va dans l'autre. En réalité, les deux vont ensemble. C'est-à-dire que quand on fait un investissement immobilier, qu'on parle de son TRI, donc ça, c'est le mot un peu financier pour parler d'immobilier, mais qu'on parle de taux de rendement interne sur son investissement, vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir d'un côté les loyers, d'un côté la plus-value. Naturellement, les loyers, c'est un peu ce que vous allez savoir tout de suite. C'est-à-dire que vous avez acheté votre bien, le mois d'après, vous voyez bien combien vous rentrez de loyer, donc c'est très facile de savoir combien vous allez gagner là-dessus. La plus-value, elle est beaucoup plus difficile à connaître en avance, parce que ça va dépendre de plein de facteurs. D'abord, est-ce que vous avez bien acheté, de l'évolution de votre quartier, de l'évolution des prix en France, de l'évolution des prix dans la ville où vous investissez. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu cette manière de distinguer d'un côté ceux qui cherchent pas trop la plus-value et qui cherchent plutôt les loyers, et ceux qui vont plutôt investir dans des zones où on cherche la plus-value. Moi, j'ai jamais trop aimé ce cas-là, parce que quand on veut faire beaucoup d'immobilier, en fait, il faut vraiment aller sur ce qu'on appelle maladroitement l'immobilier de rendement, c'est-à-dire sur les loyers, parce que c'est ce que vous allez encaisser tout de suite. C'est ce qui va vous permettre d'enchaîner des opérations. Et l'immobilier un peu plus patrimonial, pour moi, c'est vraiment, ça s'adresse de la manière dont je le conçois plutôt à ceux qui ont déjà un gros patrimoine net, donc ceux qui ont déjà beaucoup de biens immobiliers payés, qui ont du cash, qui veulent sécuriser leur patrimoine
Et c'est sûr que si vous achetez un appartement dans une petite ville de 1000 habitants ou en plein Paris, la valeur patrimoniale de votre bien n'est pas la même. Moi, je pense que si on veut démarrer l'immobilier, vaut mieux acheter dans la petite ville où il y a 1000 habitants qu'en plein Paris. Et c'est pour ça que ces deux stratégies, je les vois pas en opposition, je les vois plutôt en transition. C'est-à-dire que celui qui commence, il doit aller dans l'immobilier de rendement. Il faut qu'il aille chercher des biens avec des grosses rentabilités, qu'il ait beaucoup de loyers. Ça lui permettra d'enchaîner ses opérations. Et maintenant, dans 10 ans, dans 15 ans, quand les premiers prêts sont payés, qu'on a fait des arbitrages, qu'on a vendu des biens, peut-être aussi, ça nous arrive, c'est que vous avez des biens dans certains quartiers où vous allez avoir un peu plus de problèmes, plus de soucis de gestion. Vous voulez un petit peu lever le pied, entre guillemets, vous êtes prêt à vous asseoir sur un petit peu moins de loyer tous les mois, mais d'avoir plus de sérénité sur votre investissement immobilier, auquel cas, effectivement, l'appartement bien placé dans une grande ville, qui est plus patrimonial, a son sens dans votre stratégie. Tu fais bien de parler de rendement. Il faut bien définir ce que c'est un rendement. Alors, est-ce que tu peux nous dire, ou Marie, n'importe, est-ce que vous pouvez nous dire, c'est quoi un rendement et comment, en fait, on peut savoir si un bien ou un projet immobilier qu'on a envie d'acquérir, c'est rentable ou pas? Ça, c'est ça, c'est un produit en croix. Vous prenez le prix du bien que vous allez acheter. Après, il y a toujours plein de formules de calcul. Il y a ceux qui vous parlent de rendement brut, rendement net d'impôt, etc. Nous, classiquement, on fait le plus simple. Vous prenez le prix de votre bien avec les frais de notaire éventuels. Mais bon, les frais de notaire, c'est facile, hein, c'est 8-9% du bien. Donc, admettons, vous avez un bien à 100 000, vous rajoutez 8-9 000 euros de frais de notaire, vous êtes à 109 000 euros et vous regardez combien vous allez encaisser le loyer tous les mois. Donc, disons que sur ce projet-là, c'est un petit immeuble de 3 appartements où chaque appartement, vous allez louer peut-être 350 euros par mois. Vous avez du coup le total des loyers que vous allez encaisser par mois. Vous le multipliez par 12 pour l'avoir par an et vous le divisez par le coût de revient de votre bien, donc les 109 000 euros dont on parlait tout à l'heure, et vous aurez votre rendement. Exactement. Aussi simple que ça. Et quand c'est pas rentable, c'est quand c'est négatif. Non, c'est quand c'est moins de 10%. Enfin, nous, c'est plutôt ce qu'on dit, parce que votre rendement, en fait, il peut osciller. Moi, j'ai déjà vu, dans mon métier, j'ai vu des clients qui avaient des Pinel à 2% de renta, ce que je considère être qui perdent de l'argent tous les mois, parce que déjà rien que la taxe foncière et les intérêts. Et là, tu parles de renta brute en plus, je suppose, non? De renta brute, tout à fait. Ouais, parce qu'après, il faut déjà les frais, vraiment. C'est ça. Et puis, on peut voir, moi j'ai déjà vu des investisseurs sur des trucs un peu atypiques, par exemple des péniches, des places, enfin des investissements un peu en courte durée sur des trucs très très originaux. On peut aller chercher du 25 voire 35% de rendement par an, ça existe, même si c'est rare. Nous, on va dire qu'on considère un investissement à partir de 10% de renta brute. Et on est plutôt sur le haut de ce qu'on considère notre fourchette, entre 12, 14, voire 15% sur certains placements. J'avais une question qui était intéressante pour vous. Je suis actuellement votre podcast et c'est vrai que vous avez dit dans le podcast que peut-être dans les mois à venir, vous allez donc quitter respectivement votre job actuel, c'est ça? Tout à fait, au 31-12. Ah oui, d'accord, c'est très comptable. C'est comme les bilans. Et ok, très bien. Du coup, tout à l'heure, vous avez expliqué que dans le scoring bancaire, il fallait avoir un CDI si vous voulez être plus facilement finançable. Comment vous allez pouvoir continuer à être finançable malgré le fait que vous quittez vos jobs respectifs? Alors, il y a plusieurs points. Déjà, le premier, c'est qu'effectivement, on sera moins finançable parce que forcément, la banque, là, aujourd'hui, on est un banquier d'affaires plus un expert comptable, donc avec on gagne quoi, nos revenus salariés, c'est à peu près 6 000 euros par mois, 6 500 euros par mois à peu près. Donc voilà, on part d'un couple en CDI qui gagne bien sa vie, mais en plus on est peu endetté sur notre RP par rapport à nos revenus, donc on part vraiment du profil parfait pour la banque à demain on n'aura plus de CDI, forcément on va avoir une activité à notre compte dont aujourd'hui on connaît pas encore les revenus et que la banque ne connaîtra pas non plus les revenus l'an prochain parce que on n'aura pas encore le premier bilan qui nous permettra d'attester de combien on va gagner. Et en plus, on aura déjà tous les autres prêts qu'on a sur toutes nos opérations. Donc, on va vraiment passer dans le côté où on sera des investisseurs moins attrayants pour la banque. Là où on va compenser, c'est que déjà, forcément, on fera moins d'opérations. Là, par exemple, cette année, on a fait 3-4 opérations en un an. Ça, on sait que l'an prochain, ça sera pas possible. Et aussi, maintenant qu'on arrive à un autre stade de nos investissements et que on dégage plus de cash, on a la capacité de faire plus d'apports sur des opérations également, on va essayer de jouer la carte un petit peu avec le banquier, de dire bon, on sait qu'on n'est pas sexy par rapport à nos revenus, mais voilà, là on peut te mettre 30% d'apport sur le financement et tout de suite c'est pas la même chose. Parce que quoi qu'il arrive, la banque, elle prend une hypothèque sur votre bien immobilier. Quand elle vous prête à 100%, si le marché baisse un petit peu, elle peut entre guillemets
avoir un bien en garantie qui vaut moins que ce que la banque vous a prêté. Quand vous faites un apport de 30%, la banque, il n'y a aucun monde dans lequel elle ne récupère pas sa mise si jamais vous n'êtes pas en capacité de payer le prêt et qu'elle doit saisir votre bien. C'est tout le principe du cautionnement du bien finalement. C'est ça, tout à fait. Est-ce que vous faites plus souvent de la location courte durée ou longue durée? Nous, on fait exclusivement de la longue durée. On n'est pas super fan de la courte durée et pour l'instant, on n'a pas envie de... Pourquoi? C'est une question qui est intéressante. Pourquoi vous aimez pas trop la courte durée? Je pense principalement parce que c'est chronophage, quoi qu'on en dise. Alors sur Instagram et tout ça, il y en a plein qui font la promotion de la courte durée, mais la vérité, alors c'est même si ça peut paraître très rentable, en vérité, ça prend énormément de temps en gestion. Au niveau de la fiscalité, on est vite limité et actuellement avec 45 biens, on peut pas se permettre de louer les concierges. Forcément. Voilà. Donc vraiment pour l'instant on s'y chauffe pas trop. On verra peut-être qu'un jour oui, mais parce que là finalement quand vous allez quitter votre job respectif, vous pouvez avoir plus de temps finalement et c'est pour ça que c'est une question qui se pose aussi et que je me suis posée aussi. Ouais. Bah après là aussi tu vois on n'a pas fait autant d'immobilier pour passer notre vie à passer dans les appartes et faire la concierge pour la courte durée. Je suis pas sûre que ce soit un truc qui nous intéresse, que ça nous intéresse, surtout que le gain en fait c'est pas fou par rapport au temps qu'on va passer. En fait, soit on délègue et ça nous éclate la rentabilité, soit on s'en occupe nous-mêmes et ça nous prend plusieurs heures dans la semaine et je pense que c'est pas trop notre souhait. Ouais, c'est pas ce qu'on envisage. Après, il y a un autre point aussi qui fait qu'on n'a pas fait de courte durée aujourd'hui, c'est que la courte durée, pour moi, c'est pas un mode d'investissement où on décide de faire de la courte durée dans un bien. Il faut d'abord que le bien s'y prête. En fait, moi, je vois vraiment ça, je renverse la manière dont on voit les choses, c'est-à-dire vous achetez un appartement, est-ce qu'il est rentable à long terme? Oui, auquel cas vous pouvez l'acheter. Est-ce que c'est intéressant de faire la courte durée? Auquel cas on se pose la question. Pour moi, voir un appartement, se dire ok, celui-là il est génial pour de la courte durée, et pas se poser la question est-ce qu'il est intéressant sur de la location à long terme, c'est une grosse erreur. Pourquoi? Parce que la location courte durée, ça évolue énormément. Il y a des zones qui étaient extrêmement attractives il y a 3, 4, 5 ans. Justement, peut-être que vous pouvez nous parler de la loi Airbnb qui arrive cette année. Bah, pour l'instant, elle est tombée un petit peu dans les oubliettes parce que comme il y a une dissolution de l'Assemblée, ils l'ont mis dans les tiroirs. Alors, je crois que le projet existe encore, mais pour l'instant, il n'a pas été voté. Mais c'est vrai qu'il y avait tout un tas de dispositifs assez contraignants qui, finalement, ne viennent que ajouter et plus ou moins légaliser ce que font beaucoup de mairies. Parce que vous avez beaucoup d'endroits, par exemple, nous, c'est le cas, on habite près de la ville de Montpellier. Et à Montpellier, vous avez droit à une location courte durée par foyer fiscal et pendant 3 ans. Donc ça même on peut se demander parce que justement c'est cette loi Airbnb elle arrive aussi parce que vous avez des villes qui ont mis comme ça tout un tas de dispositifs un peu farfelus, des enregistrements, etc. Sauf qu'en fait dans la loi française il y avait rien qui le prévoyait, comme par exemple on peut l'avoir dans certains pays, par exemple en Espagne, c'est dans la loi espagnole que, en fonction des régions, il y a différentes lois qui encadrent la location inférieure à 1 mois. En France, on n'avait rien de tel. Vous aviez les mairies qui décidaient de faire un peu ce qu'elles voulaient. Et ben forcément, la mairie, c'est pas l'Assemblée nationale. Donc, quand le maire prend une décision sous forme d'arrêté, vous pouvez aller le contester devant le juge administratif. Et comme ça commence à engorger un peu les tribunaux administratifs et qu'il y a pas mal d'endroits où parfois les investisseurs gagnent, naturellement ils se sont dit on va aller un peu à la rescousse des maires parce que finalement les maires ils ont peut-être raison, il y a trop de Airbnb et du coup c'est pour ça qu'ils vont pondre la loi qui dans les faits ne va pas tout changer, qui va simplement augmenter la contrainte sur les propriétaires et légaliser ce que faisaient déjà beaucoup de mairies là-dessus. C'est pour ça que ça j'en profite également de le dire, il y a peut-être un cas où la location courte durée est intéressante. Nous on n'a pas encore fait ce type d'investissement mais on s'y penche. C'est carrément de les faire dans des locaux commerciaux. Pourquoi? C'est aussi un des gros points juridiques d'accrochement sur la location courte durée, c'est que la location courte durée s'assimile à une activité commerciale et ben naturellement quand on l'a fait dans un appartement, l'appartement il a usage d'habitation. Donc il y a tout un contentieux juridique de savoir est-ce que c'est une activité commerciale, est-ce qu'on a le droit de la faire dans un appartement, est-ce que le règlement de copropriété peut empêcher de faire du Airbnb parce que c'est une activité commerciale et que dans le règlement on interdit aux propriétaires de faire des activités commerciales dans l'immeuble. Pareil pour les villes qui disent non mais là vous entre guillemets vous utilisez un bien immobilier pour la mauvaise destination auquel il est prévu
selon le PLU local. Donc ça amène des points juridiques qui sont assez importants, auxquels on pourrait se retrouver dans 5-10 ans à se dire bon ben voilà, dans les appartements on peut plus les louer pour des durées inférieures à un mois, donc entre guillemets le Airbnb serait totalement interdit, sauf dans les locaux commerciaux, c'est-à-dire dans les locaux qui sont par destination se prêtent juridiquement à faire de l'activité Airbnb. Et ça veut dire quoi pour l'investisseur? Ça veut dire demain racheter dans des centres-villes, quand vous avez un vieux local commercial qui a pas été entretenu, qui est entre guillemets tout cassé pour faire des travaux à neuf. Bah là, vous pouvez envisager de le transformer en appartement, de le transformer en love room, de faire quelque chose à thème qui vous permettra de faire du Airbnb, et souvent dans des endroits qui sont assez bien placés, parce que les locaux commerciaux, c'est souvent dans les centres-villes et avec des emplacements qui sont quand même sympas. Et en plus, vous avez dans certaines villes des locaux commerciaux que vous allez pouvoir acheter parfois moins cher que des appartements. Et là, on sera plutôt dans les très grandes villes. Par exemple, nous, Montpellier, ça nous est arrivé d'acheter des locaux commerciaux à peut-être 2000 € du mètre carré, quand l'appartement dans le quartier se vendait plutôt 3000 € du mètre carré. Donc, il y a des affaires à faire là-dessus, et finalement, c'est plutôt comme ça que je vois demain le Airbnb, et pas le truc un peu à l'ancienne qui marchait bien il y a 6 ou 7 ans, qui était d'acheter plein d'appartements et de les mettre tous en courte durée, parce que ça, très clairement, aujourd'hui, c'est plus du tout le modèle. Et est-ce que vous louez des logements commerciaux? Est-ce que vous Des locaux commerciaux, ouais, commerciaux, oui. c'est plus de la moitié de notre parc immobilier. On préfère, c'est moins chronophage, c'est tout aussi rentable. Et nous, comme on est dans une démarche en fait de faire le maximum d'opérations, d'avoir le moins de gestion possible tout en limitant les coûts, parce que nous, typiquement, les appartements, on n'aime pas les déléguer à des agences immobilières, parce que on n'aime pas le travail qu'ils font de gestion de nos biens, donc on préfère les gérer nous-mêmes. Et un local commercial ou un local ce qu'on appelle un local professionnel, c'est la même chose, mais en fait le local commercial, il faut bien voir que juridiquement il est rattaché à un bail commercial, c'est-à-dire que votre local commercial, vous allez avoir un preneur qui va faire une activité commerciale à l'intérieur et qui aura les protections du bail commercial, qui est un contrat qui est assez encadré par le code de commerce. Et à l'intérieur de celui-ci, vous avez un sous-contrat qui est le bail professionnel, qui est beaucoup plus libre et qui s'adresse tout simplement aux professionnels qui n'ont pas une activité commerciale. Par exemple, un avocat ou un médecin, il a une activité libérale, ce n'est pas une activité commerciale, donc vous ne pouvez pas faire un bail commercial avec un avocat ou un médecin. Et c'est pour ça que quand on parle de locaux commerciaux, locaux professionnels, d'un point de vue de l'investisseur immobilier,